Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque mardi et mercredi à la bonne heure du côté de Canal Algérie avec toute l'équipe. Nous sommes très contents de vous proposer plusieurs thématiques qui vous intéresseront sûrement et nous allons commencer par les vacances scolaires. Et oui, c'est bientôt les vacances. Et bien aujourd'hui, nous allons vous proposer un bon plan, j'ai envie de dire, avec Monsieur Saïbi Rassim qui représente cet après-midi le Centre national des sports et loisirs de Tikjda. Et ben plein, un beau programme qu'on va vous proposer pour les enfants à passer avec les enfants en famille ou entre amis aussi. Et ce n'est pas qu'à Tikjda, puisqu'il y a plusieurs centres. Et bien justement, il va nous en parler. Et c'est le bon plan de cet après-midi pour ces vacances d'hiver. Et puis, l'instant littéraire est également prévu, comme chaque mardi après-midi. Et oui, vous vous êtes habitués avec Faisal Bayoud. Et cet après-midi, nous avons le plaisir, ou alors il nous fait le plaisir de recevoir un auteur. Il s'agit de Samir Toumi, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Et puis, la rubrique Shkouni Shfa, voilà, c'est ça qu'il s'agit le mardi avec Wahida Selmchrif. Eh bien, nous allons voir les tendres souvenirs dans lesquels elle va nous replonger. Et puis, il y aura également un moment musical. Et oui, nous nous intéressons à la musique et la musique andalouse, plus exactement, avec un jeune représentant qui va représenter plutôt l'association Essendoussia cet après-midi. Et il s'agit de Abbas Mehdi Rayan. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Plein de belles choses, actualités culturelles, artistiques également. En tout cas, le savoir-faire sera étalé dans ce plateau comme à chaque fois. Et avant de recevoir tout ce beau monde, de la musique, et on revient juste après, c'est le groupe
l'honneur d'être avec nous cet après-midi. On va commencer par Rassim. Comment allez-vous? Super bien, merci Bienvenue. beaucoup. Merci de l'invitation. J'ai l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui, de représenter le Centre national de sport et loisirs Tikjda. C'est ça. Donc vous avez la lourde mission, j'ai envie de dire, cet après-midi, de proposer des bons plans qui intéresseront, j'espère, les téléspectateurs, surtout que c'est bientôt justement les vacances d'hiver. Là, à la fin de la semaine, les enfants auront 15 jours de vacances. En tout cas, je pense que la mission va être bien accomplie et qu'on aura plein de bons plans à proposer aux téléspectateurs. Et puis, nous avons également avec nous un écrivain. Il s'agit de Samir Toumi. Comment allez-vous? Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis ravi d'être parmi vous. Nous aussi, en tout cas, nous sommes ravis de vous avoir. Et aujourd'hui, vous êtes présent dans le cadre de la rubrique littéraire de l'émission du mardi après-midi et qui est signée, comme chaque mardi, Faisal Bayoud. Comment ça va? Bonjour Lilia, ça va, Bienvenue. merci et vous? Ça va depuis la semaine passée? Ça va très bien. Ça va très bien. Donc, on a hâte de voir de quoi il s'agit cet après-midi. J'ai entendu parler de cinéma. Donc, on va allier littérature et cinéma, n'est-ce pas? Tout à fait, exactement. Très bien. En tout cas, on va découvrir tout ça dans un tout petit moment. Et puis, elle est également de la partie. Il s'agit de Wahida Salem Sherif. Comment ça va? Ça va Lilia et toi? Depuis la semaine passée? Super, Ça tranquille. va? Bon week-end? Très bon week-end, Très bien. En tout cas, on va commencer comme à chaque fois avec l'actualité. On privilégie toujours l'actualité. Et cette fois-ci, c'est les vacances scolaires. Justement, bientôt les résultats. Il y aura sûrement des pleurs. Les parents vont être contents. Certains vont être contents, d'autres un petit peu moins. Mais il ne faut pas priver les enfants d'un bon et d'un beau moment familial, j'ai envie de dire, et de repos. puisque c'est les vacances. Et justement, Rassim est avec nous pour parler du Centre national des sports et loisirs de Tikjda, n'est-ce pas? Oui, exactement. Merci. Voilà. Alors déjà, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu cette structure ou ces structures? Ces structures, exactement. Voilà, il ne s'agit pas d'une seule. Donc, c'est le Centre national de sport et loisirs Tikjda. Donc, c'est un établissement qui est de base dédié aux sportifs avec tous les moyens de préparation technique, physique et moyens de récupération, donc sauna, jacuzzi, etc. Et aussi ouvert au grand public, bien sûr. Voilà. Donc, à travers toutes ces installations, nous avons donc différentes unités. Donc, à Tikjda, nous avons l'unité Tikjda, l'unité Djordjora, l'unité donc Chalet de Tirzet, ex-Chalet du Kef. Nous avons également les Penois. Donc, tout ça avec une capacité de 600 lits. Nous avons également un autre centre à Tipaza. Donc, c'est l'unité Fouca. Donc, Tikjda, c'est un centre où vous pouvez recevoir 600 personnes, c'est ça? Bien sûr, exactement. Voilà. Avec une capacité de 600 lits. Donc, on passe à Tipaza à Tipaza, donc le centre de Fouca. Donc, le centre a été inauguré récemment, donc il y a moins d'une année, avec une capacité aussi de 150 lits, avec différentes installations sportives. Donc, nous avons des salles de sport, donc 17 salles exactement, dédiées aux fédérations sportives. Nous avons une piscine olympique. Nous avons également des terrains en plein air, tennis, beach volley, et plein d'activités qui sont donc dans la même thématique, donc aux sportifs et au grand public. C'est ça. Et nous avons une unité donc à Annaba, à Seraïdi. Voilà. Donc, toutes ces unités, donc... D'accord. Très bien. Donc, vous dites qu'il y a un volet, bien évidemment, consacré aux sportifs de haut niveau, peut-être, aux fédérations, aux clubs également, mais le grand public peut aussi, bien évidemment, profiter de ces structures. Par exemple, si on va prendre Tikjda, il a fait froid. Est-ce qu'il a neigé ces jours-ci? Il a neigé. Voilà, j'avais pas l'information. Donc, pour le plus grand plaisir du public. Justement, donc qu'est-ce que si les personnes, par exemple, décident de venir passer des vacances du côté de Tikjda en famille avec des enfants, bien évidemment, quelles sont les activités qu'ils peuvent faire à l'intérieur des structures et en extérieur aussi? Là, on est en train de voir le du quad. Il y a une photo. Oui, exactement. Donc, on propose différentes activités. Donc, le quad, le VTT, donc les luges, donc des randonnées pédestres et des randonnées sur neige. Donc, différentes destinations, la Kougolmine, les Haramats juifs. Donc, tout dépend le besoin du client. Donc, aussi, nous avons tir à l'arc. Donc, c'est toutes des activités aussi internes pour les enfants, des animations avec des clowns. Aussi, en proposant des soirées familiales, soirées pour fin d'année, le 8 mars aussi. Donc, les familles ont tous les moyens à leur disposition pour être heureux. Donc, pour passer des vacances, des activités et tout. Ça. Il y a aussi l'art culinaire. J'imagine, par exemple, si on va du côté de Tikjda, il fait froid. Est-ce que les plats sont adaptés, bien évidemment, au climat?
Bien sûr, il y a des plats traditionnels, gastronomiques, des spécialités de la maison, logiquement. Donc, on peut tout proposer aux clients. D'accord. Et on va peut-être aussi parler des régions où ces centres. Donc, on a parlé de Tipaza, Oui. Tikijda, Annaba. Il y a d'autres villes qui. Pour l'instant, il n'y a que ces villes. D'accord, il y a que ces Mais villes. l'activité, elle est en train de se développer logiquement. D'accord. Alors, Wahida ou encore Faisal, est-ce que vous avez eu Moi, à aller passer un séjour dans ces lieux? Alors, moi, pas encore, mais surtout Tikijda, ça m'intéresse beaucoup. Oui. Moi, j'y étais en 2018, le 8 mars, je me rappelle très bien. 2019, pardon, le 8 mars, c'était pour l'événement. Il y avait une magnifique soirée. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y avait un défilé de mode avec les tenues traditionnelles algériennes. Ça, c'était le premier truc. Il y avait de la musique aussi, de la musique algérienne. Il y avait la musique aussi, ceux qui font Tabel. Et aussi, il y avait le Mystique, le concours de Mystique. Exactement, il y avait le concours de Miss. Et moi, ce qui m'a marqué, je garderai vraiment à vie, c'est que le lendemain, j'ai été réveillée par un singe qui toquait dans ma fenêtre. Et puis, moi, si on me l'aurait raconté, je n'aurais pas cru. Et j'entends quelqu'un toquer, ça m'a impressionnée. J'ouvre le rideau. Voilà, j'ouvre le rideau, je trouve un singe en train de me réveiller. Et bien, heureusement que vous n'aviez pas ouvert la fenêtre à l'époque. Ils ont l'habitude de prendre des petites choses. D'accord. D'accord. Oui. Après, quand on est sorti, justement, on les voyait, ils sont vraiment proches des gens et puis ils n'ont pas peur. D'ailleurs, ils n'attaquent pas. J'ai l'impression qu'ils se sont habitués justement aux personnes qui fréquentent ces lieux. Donc, on a pu aussi voir du ski. Oui, bien sûr. Vu qu'il a neigé. Il y a du ski, donc il y a des... Allez-y. Donc le ski, on propose du ski donc, pour les professionnels et logiquement pour les amateurs, avec des formations d'initiation pour les débutants, les enfants, les adultes. C'est ça. Donc il y a aussi des formateurs pour initier les enfants à ces belles activités hivernales, là, j'ai envie de dire. Et donc les séjours peuvent s'étaler à combien de jours? J'allais dire années. De jours? Bien sûr, ils peuvent s'étaler des années, comme vous voulez. Tout dépend le besoin de la personne. Donc, ils peuvent être un court séjour, un long séjour. C'est ça. Il n'y aura pas de routine. Donc, toujours il y a des animations, des activités pour les enfants, pour les adultes. D'accord. Et donc, justement, et quand les gens viennent, qu'est-ce qui les attire le plus, on va dire, vers ces destinations aujourd'hui? Vous qui êtes justement dans le domaine. Donc, la nature. En premier lieu, c'est la nature, l'accueil de l'ensemble du personnel, la convivialité. Donc, parce qu'il y a beaucoup de familles qui passent leur séjour là-bas. Il y a des soirées familiales, des activités pour les enfants, des trampolines, ski, donc quad. Donc, avec nos activités, on peut toucher toutes les tranches d'âge. Exact. Moi, j'ai envie de répondre à ta question, Lilian, en tant que personne qui y va. En fait, ce qui attire, je pense que c'est le calme déjà, la nature, cette proximité avec la nature, parce que quand on est dans les grandes villes, on est habitué à ne pas avoir beaucoup d'espace vert. Et à Tikijda, on a cette chance d'avoir ça. Et puis l'air de la montagne, et sincèrement, il est relaxant. On se retrouve vraiment calme, il nous calme, il est bien, on se ressource aussi. Voilà, on prend des livres, pourquoi pas, pour les lire. Le fait de sortir déjà du bruit de la ville, déjà avec ce calme-là, ça apaise. Ça repose. Et puis ça repose énormément, oui. Et puis il y a la neige aussi, la neige parce qu'on n'est pas habitué. C'est un dépaysement en fait. On n'est pas très loin, mais on est quand même dépaysé. Bien sûr, ça change. Un court séjour, une journée, 2 jours, ça suffit à changer les idées, à être remotivé. Exact. Et puis on pense absolument à rien, pardon Lilian, on pense absolument à rien parce qu'il y a une équipe qui se charge de tout. Ils nous préparent à manger, donc il y a tous les services qui sont disponibles. Il suffit juste de se renseigner au niveau de la réception. Là, on est en train de voir le tir à l'arc, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Et vous disiez tout à l'heure qu'il y a des personnes qui forment, qui initient, qui accompagnent aussi ceux qui pratiquent toutes les activités que vous proposez. Bien sûr, des personnes qualifiées, donc pour, par exemple, les randonnées, les balades en quad, puisque balades en quad, il y a des balades qui sont internes dans le centre, en dehors du centre. Donc, il y a des sentiers dans la forêt. Donc, ils sont adéquats à l'activité. C'est ça. Et donc, on réserve, bien évidemment. C'est ça, hein? Par Internet, on peut réserver. Par Internet, vous avez contacté les numéros sans problème. En général, il y a de la disponibilité tout le temps. Tout le temps. Et le personnel sera toujours là pour vous accueillir, le meilleur accueil. D'accord. Et est-ce qu'il y a justement avant de poser cette question, je vous propose de faire une petite pause et on va continuer avec nos invités. On parlait justement avec Rassim du Centre des sports et loisirs de Tikijda.
Donc la question que j'allais vous poser, est-ce qu'il y a des hautes et basses saisons également du côté de chez vous? On a des hautes et des basses saisons, mais néanmoins le centre reste toujours plein, puisque pour la saison hivernale, donc les vacances, il y a beaucoup plus de familles et tout. Les saisons estivales aussi, nous avons aussi des piscines, donc il y a toujours des particuliers. Nous avons aussi des équipes, par exemple, pratiquement toutes les équipes de foot, les clubs de foot en Algérie se préparent chez nous. Puisque le centre est situé à 1500 mètres d'altitude. Donc, là, vous allez attirer encore plus de monde, bien sûr. Dire, hein. Oui, puisque le centre, spécialement, donc, pour les préparations techniques, nous avons les centres de Foucault et Seraïdi. Et pour tout ce qui est préparation physique, il n'y a pas mieux que Tikjda, avec tous les moyens de récupération, sauna, jacuzzi. Est-ce qu'on peut les rencontrer par hasard, par exemple, les stars du football, de l'équipe nationale, ou alors ils ont des endroits cachés qu'on ne peut pas voir? Déjà, ils étaient chez nous il y a quelques jours de ça. Donc, 15 jours, ils étaient à Foucault. Dans le cadre d'une formation des entraîneurs. Donc, il y a tout le temps des personnalités qui viennent. Ils adorent, surtout puisque à Tikjda, donc différentes unités, tout le monde sera à l'aise. Personne ne sera embêté. Tout est fait pour que chacun se sente bien évidemment à l'aise. Et aussi, vous parliez tout à l'heure de rénovation. Il y a même des travaux de rénovation qui ont été justement faits, et au niveau des chalets surtout. Bien sûr, des rénovations. Donc au niveau du centre, donc Tikjda, presque tout l'hôtel a été rénové. Aussi le chalet de Tirzert plutôt. Donc, au niveau du chalet, nous organisons donc des événements, des événements culturels, même organisation par exemple de mariage, de différentes... D'accord. Semetoumi, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que des lieux comme ça vont justement inspirer un auteur, un écrivain? Est-ce que c'est important d'être... Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les résidences. Généralement, les auteurs, souvent, recherchent des endroits qu'on appelle des résidences. Donc, c'est des lieux... qui peuvent être d'ailleurs en ville ou à l'extérieur, et qui permettent à des auteurs, généralement, en plus, ces résidences sont souvent financées par des fonds, en fait. Ça peut être des mécènes, ça peut être des structures un peu internationales qui proposent ces résidences, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Mais c'est assez fréquent. Moi, j'ai entendu parler de résidences d'auteurs. Comme ici, nous avons Dar Abdel-Latif aussi, la ville Abdel-Latif, qui fait office de résidence artistique. Mais il y a eu, voilà, c'est le même principe. C'est voilà, c'est ça. Et par exemple, il y a des résidences à Timimoun, j'en ai entendu parler. Ça doit être Abou Saada aussi. Abou Saada aussi. Vers les Aftis, c'est ça. Chaque lieu, en tout cas, a des spécificités, bien évidemment. Et chaque lieu inspire justement d'une manière différente. La plage, la montagne, le désert. On a la chance d'avoir justement une panoplie et une richesse, j'ai envie de dire, naturellement. Donc, c'est bien évidemment, ça fait du bien. Et donc, on va continuer. Je voulais aussi parler de l'accueil, voilà, de l'accueil de toutes ces personnes. Donc, l'accueil, c'est J'imagine que c'est des équipes formées. Exactement, c'est des équipes formées. Ils peuvent accueillir jusqu'à 600 personnes et chaque personne sera accueillie de la même manière, puisque on a des employés qualifiés. Ils ont l'habitude avec la haute saison, la basse saison, donc ils n'auront pas de problème à accueillir de la meilleure façon Très bien. Tout le monde. On va peut-être finir avec les plans de cette fin d'année. Qu'est-ce que vous prévoyez? Donc des plans, par exemple, à Tikjda. Au niveau de Tikjda, donc vous pouvez profiter par exemple de la soirée de fin d'année, donc pour le réveillon, Inayer. Aussi bientôt, le 12. Bientôt, exactement. Un peu plus loin, 8 mars. Au niveau des autres unités, par exemple à Foucault, vous pouvez profiter par exemple de la piscine. C'est une piscine olympique, donc qui est ouverte au public également. C'est ça, ben oui. Donc ouvert au public, des créneaux avec des coachs, même des accès libres pour des familles, des packs familles. Prochainement, l'ouverture d'une salle de musculation également, la semaine prochaine. Donc tout le monde pourra profiter de toutes les infrastructures au niveau de notre centre. C'est noté. Bien évidemment, de très beaux lieux, de très belles destinations que nous vous proposons cet après-midi. Donc surtout que qu'on est à la veille des vacances d'hiver. En tout cas, c'est noté. Et merci à Rassim d'être venu partager tout cela avec nous et avec les téléspectateurs surtout. Et on va passer à l'instant littéraire, donc la rubrique du mardi après-midi. Et c'est juste après le jingle.
Vous n'êtes pas seul cet après-midi. Exactement, oui. On est donc Samir Toumi nous a fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Donc merci encore d'avoir accepté l'invitation. Et merci de m'avoir invité. C'est donc avec grand plaisir. Alors la première question que je vais vous poser, c'est alors parlez-nous un petit peu de votre parcours et aussi de votre amour des mots. Parce que je pense que c'est ce petit déclic-là qui vous a donné justement envie d'écrire. Alors, mon parcours d'écrivain. Oui, exactement. Bien sûr, moi, j'ai plusieurs vies. Oui. Oui. Donc, on va se cantonner à celle d'écrivain. Je pense que j'ai le parcours classique d'un enfant qui a découvert l'écriture assez jeune, dans une famille où alors, il n'y avait pas les écrans, tout ça, donc c'était peut-être un peu plus simple. Exactement. Mais j'ai fait partie de la catégorie des enfants plutôt solitaires et qui devaient s'occuper, et pour s'occuper, on leur mettait des livres entre les mains. Il n'y a pas mieux. Donc avec une famille de lecteurs, en fait. Donc j'avais des sœurs aînées et des frères aînés qui lisaient, et donc évidemment... Voilà, donc le livre, ça a été ça. Et donc très jeune, j'ai lu. Et puis ensuite, parcours classique aussi, à un moment à l'adolescence, on a envie de... Voilà, on a des sentiments, des émotions. Et donc on a envie de les coucher sur papier. Voilà, donc cette espèce d'écriture qui fait du bien. Et puis ensuite, on découvre la littérature. Et là, on est un peu écrasé par la beauté des textes qu'on lit. Et on se dit... Voilà, on se dit bon, voilà, la littérature, c'est quelque chose de tellement énorme que d'une certaine manière, ça inhibe complètement notre désir d'écriture. Et puis un jour, alors moi, ça a eu lieu bien plus tard. Alors, j'ai toujours un peu écrit, mais c'est vers la quarantaine, en fait, que j'ai commencé à écrire un texte qui est Alger le cri. Où j'ai eu cette certitude, par contre, de me dire ce texte, il faut que je le termine, 1, et 2, il faut que je le publie, et 3, je savais exactement où le publier. Donc voilà, donc il y a un moment, un désir qui fait qu'on écrit, plus pour soi-même, ou plus pour se faire du bien, mais pour aller dans quelque chose qu'on a envie de partager avec les autres. Et c'est ce qui s'est passé avec Alger le cri. Donc je suis un jeune écrivain Alors de 56 ans. Voilà. Alors justement, vous avez à votre actif 3 livres. Donc un premier récit qui s'intitule donc Alger le cri. Le premier. Voilà, c'est le premier. Ensuite donc un deuxième roman qui s'intitule L'effacement et qui a fait l'objet d'une adaptation cinématographique, on va en parler justement. Et puis le tout dernier qui a été donc publié récemment, donc Amine, une fiction algérienne. Voilà. Et quand on lit vos livres justement, je pense qu'il y a quelque chose qui relie un petit peu, enfin qui revient dans votre écriture, c'est cet amour pour la description urbaine, la description des villes et notamment la ville d'Alger. Alors, quel est justement votre lien avec cette écriture urbaine, si j'ai envie de l'appeler comme ça? Oui, c'est une bonne... Alors déjà, Alger le cri. Oui. Il faut peut-être commencer par celui-là. Alger le cri, c'est un peu le livre, enfin c'est ce qu'on me dit, c'est un peu le livre qu'on offre aux gens qui ne connaissent pas Alger et qui ont envie de connaître Alger. Et voilà, on se le fait passer. Quand j'ai écrit Alger le cri avec mon éditeur, on s'était dit que ça allait concerner quelques personnes. C'est un livre assez intime sur le rapport à la ville et tout. Et à notre grande surprise, ça a parlé à beaucoup de gens. Et en fait, au-delà, Alger le cri, au-delà de la description de la ville, l'idée c'est que, moi je suis persuadé d'une chose, c'est qu'on est fait de l'endroit où on est né. En fait, la topographie, le relief dans lequel on est né, ou dans laquelle nos familles ont évolué, font une part de notre personnalité. Et donc Alger le cri, c'est une quête existentielle. C'est c'est moi en fait, où je m'interroge en fait sur ma place dans cette ville. Et donc c'est une déambulation. Et le fait de parler de la ville me permet petit à petit de parler de moi, de mon histoire, de ma place, de ma famille, voilà, et de mon rapport aussi, qui est un rapport souvent d'amour et de haine qu'on peut avoir au lieu dans lequel on vit. Mais en fait, c'est cette envie de fuir et en même temps, ce côté où quand on fuit, on n'a qu'une seule envie, c'est de revenir. Et donc c'est cette ambivalence que l'on a tous, parce qu'en fait, c'est pas la ville, c'est notre désir d'autre. On a tous le désir d'autre chose. On a tous ce côté de et si j'avais fait ci, et si j'avais été à tel endroit, et si j'avais. Et donc voilà. Et en même temps, on se rend compte que finalement,
là où on est, c'est pas par hasard, et c'est des choix qu'on a faits, et parce que d'une certaine manière, on est dans une forme d'équilibre. Donc c'est cette réflexion-là. Et ensuite, effectivement, j'ai une certaine... J'adore décrire, j'adore raconter les ambiances, raconter les bruits, raconter les sons. Et la littérature, c'est ça. La littérature, c'est quelque chose de complètement subjectif. C'est quelque chose qui crée des phénomènes d'identification, d'empathie. Et voilà. Et donc... et puis je trouve que Alger, c'est une ville... Enfin, l'Algérie, de manière générale, il y a l'histoire, il y a la diversité, il y a les paysages, il y a... Comment dire? C'est tellement fort. D'ailleurs, tous les gens qui viennent à Alger ou en Algérie, tous les étrangers, sont complètement bouleversés par cette masse de beauté, de force, de magnétisme, et parfois de laideur aussi. C'est ce contraste qui fait qu'on n'est jamais indifférent. Exactement. Et donc, pour moi, pour un écrivain, c'est un terrain de jeu idéal. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce récit précisément, c'est que vous accompagnez votre écriture avec des photos que vous avez prises vous-même apparemment. Justement, quel est le lien entre les deux, si je puis poser la question? Alors ça, c'est une idée de mon éditeur. Au début, quand il m'a dit ce serait bien qu'on mette des photos, j'ai été très vexé en fait, parce que je me suis dit c'est que le texte n'est pas assez bon, donc si elle veut mettre des photos, c'est que... Et en fait non, en fait il y a Oman Pamuk, qui est un écrivain, un immense écrivain turc, qui a écrit Istanbul, l'histoire d'une ville, et donc elle m'a sorti ce livre, elle m'a dit regarde, ces photos en noir et blanc, parce qu'en fait je parle de moi, je parle de ma famille, je parle de l'histoire de ma famille, je parle de mon parcours enfant et autres. Donc c'est un mélange de photos d'Alger parce que je marche dans Alger. Et donc je décris ces déambulations dans la ville, Fermdan, dans la ville. Alors je parle aussi de Tunis parce qu'à l'époque je faisais des va-et-vient. Et donc je racontais comment, quand j'étais à Tunis, Alger m'appelait à chaque fois et je voyais Alger dans toutes les rues de Tunis comme quelqu'un qui était en manque, comme ça. Et il y a aussi des photos de famille, puisqu'il y a des photos de moi petit, il y a des photos... Donc, et vous avez vu, c'est des photos qui sont très pâles, qui ne sont pas du tout précises. Un peu comme les photos du souvenir, vous voyez, quand vous rêvez ou quand vous vous rappelez de choses. Ce n'est pas des photos précises, c'est toujours des... Voilà. Donc c'est cette sensation. Et j'ai trouvé que ça marchait bien avec ça. Et c'est vrai que moi, j'ai un rapport assez particulier à la photo. Je ne sais pas, bon, certains le savent parce qu'ils me suivent là-dessus, mais par exemple, tous les matins, je prends toujours la même photo du même endroit que je publie sur les réseaux sociaux. Ça fait des années que je fais ça. Et maintenant, je suis condamné parce que à chaque fois que j'arrête, les gens me disent mais qu'est-ce qui se passe? Elle est où la photo? Il manque quelque chose ce matin. Il manque quelque chose ce matin. C'est ça, tout à fait. Voilà, donc ça a été une belle intuition de mon éditrice. En fait. Il y a aussi un peu de nostalgie, on ressent un peu de nostalgie. Et alors voilà, moi je ne suis pas du tout nostalgique. C'est-à-dire que moi c'est l'Algérie de maintenant qui m'intéresse, c'est le Alger de maintenant. Je ne suis pas très yahsara, pas du tout. Au contraire, moi ce qui m'intéresse c'est... C'est l'évolution. Oui, c'est au contraire, je trouve que il y a tellement... Moi c'est la transformation qui m'intéresse, c'est l'évolution, c'est la... Voilà, c'est la matière vivante, et bien sûr, il y a le rapport à l'histoire, mais non, moi je ne suis pas... La nostalgie ne m'intéresse pas beaucoup. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la société actuelle, c'est les bouleversements actuels, c'est qui on est, c'est les transformations qu'on vit. Et la littérature, c'est aussi une forme de témoignage. Exact. C'est un témoignage très subjectif, c'est un angle de vue, mais qui est important, parce qu'il nous dit aussi qui on est. C'est comme l'art. Comme la photo, comme voilà, c'est des bribes de nous-mêmes qui nous racontent un peu qui on est. Tout à fait. Justement, on le ressent quand on vous lit en fait. D'ailleurs, bon, vous m'avez justement tendu la perche pour parler justement de l'effacement, votre deuxième roman, et on ressent justement cette écriture de l'actuel. Bon, il y a toujours un petit retour peut-être à l'enfance, aux souvenirs, etc. Mais il y a toujours ce présent-là qui nous rappelle à chaque fois. Alors bon, l'effacement, donc c'est l'histoire de quelqu'un qui a eu 44 ans et qui s'est retrouvé donc avec son reflet qui a disparu. Oui, c'est une métaphore générationnelle en fait. Moi je fais partie de la génération post-62 et nos parents, nous les post-62, ce sont les personnes qui ont libéré l'Algérie. Et un jour je me suis dit mais quel âge ils avaient? Et je me suis rendu compte qu'ils étaient jeunes, qu'ils avaient 25, 26 ans, 27 ans, et qu'ils se sont retrouvés à la tête d'un pays honoré de cette gloire mondiale.
et sur une page vierge, en fait, avec toute la complexité et tout ça. Et je me suis dit, mais comment ma génération peut exister face à celle-là? Et donc, j'ai trouvé intéressant de me poser cette question, et j'ai imaginé l'histoire de ce que j'appelle moi une vie minuscule, c'est-à-dire j'ai imaginé la vie de quelqu'un qui perd son père, qui était un monsieur, comment dire, avec une très forte personnalité, un parcours très emblématique de la génération précédente, le pater familias, comme on le connaît, et un peu écrasé par cette image. Et à la mort de son père, il perd son reflet dans le miroir. Ouais. Et donc il va voir un psy, et c'est là que l'histoire commence. Et le psy lui dit, je sais ce que vous avez. Vous êtes atteint du syndrome de l'effacement. Et donc il lui propose une introspection pour essayer de comprendre d'où ça lui vient. Et donc on se rend compte que ce personnage, en fait, c'est un personnage qui a du mal à exister, qui a été complètement écrasé par cette image du père, et qui essaye d'exister. Alors, je ne veux pas aller plus loin parce que c'est un combat. J'aimerais juste rebondir sur quelque chose. C'est que le travail de l'écrivain, c'est aussi ça. C'est un travail polyvalent. Vous êtes même apparemment, à ce qui paraît, vous avez donc assisté à des séances chez des psychologues, un psychiatre justement, pour vraiment. Oui, en fait, oui, c'est ça. En fait, l'idée, pour construire votre. Bien sûr, mais ça a été le cas d'Amine, ça a été le cas de Alger Lecri. En fait, c'est ça qui est intéressant. Effectivement, dans l'effacement, l'idée, c'est quoi? C'est que si vous prenez un psy, le personnage d'un psy, vous avez besoin. Moi, mon objectif, c'est que si un psy lit ça, il ne va pas se dire c'est n'importe quoi. Non, on ne pose pas de questions comme ça, etc. Donc oui, donc il a fallu. J'ai même plus que ça. J'ai travaillé tout au long du récit avec un psy qui me validait le type de questionnement, en me disant oui, ça tient la route si tu poses la question comme ça, etc. Ensuite, j'ai été voir ce qui se passait un peu dans les hôpitaux psychiatriques. Enfin, c'est ça qui est intéressant. Un travail en fait, vraiment complet et approfondi. Bien sûr, tout à fait. Donc, c'est l'idée sur Amine. J'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur des séquences d'histoire autour des biens vacants, des choses comme ça. J'ai travaillé avec un sociologue qui a fait sa thèse. L'idée, c'est ça, en fait. L'idée, c'est la cohérence. D'ailleurs, le plus beau compliment qu'on m'a fait dans l'effacement, c'est une moudjahida, une grande psychiatre psychanalyste qui s'appelle Alice Cherki, qui a travaillé avec Fanon et tout. Quand elle a lu le texte, elle m'a dit « Mais je ne savais pas que tu avais été interné. » Je lui ai dit « Merci, c'est le plus beau compliment que tu puisses me faire. » Oui, effectivement. Donc ça va, il n'y avait pas d'erreur. Oui. Voilà. Alors justement, l'effacement a fait l'objet d'une adaptation cinématographique. Déjà, comment vous avez pris cette nouvelle, si je puis dire ça comme ça? Alors là, ça a été une joie. D'abord, il faut dire qui a fait ça, c'est Karim Moussaoui. Et Karim Moussaoui, déjà, moi j'ai adoré son travail. C'est celui qui avait fait donc les jours d'avant, qui a fait En attendant les hirondelles, qui a quand même été sélectionné à Cannes dans Un certain regard. Donc c'est quelqu'un, comment dire, avec Karim Moussaoui. Un jeune réalisateur, absolument. Mais pareil, je pense qu'on est de la même école. C'est quelqu'un qui a un regard justement très contemporain sur l'Algérie, très subjectif, très doux, mais en même temps sensible. Voilà, donc moi j'ai toujours aimé son travail et en fait, tout de suite après la sortie d'En attendant les hirondelles, il est venu me voir et il m'a dit « Écoute, j'ai très envie d'adapter ton livre. Et je voudrais avoir ton autorisation. » Il me dit « Ça ne va pas être fait, il faut que je discute avec la boîte de prod, etc. Voilà, il m'a dit donc n'en parle pas, mais est-ce que sur le principe tu serais OK? Je lui ai dit évidemment que je serais OK, bien sûr, je serais très honoré. Il m'a dit voilà comment je vois les choses. J'ai envie de partir de ton roman pour peut-être créer autre chose. Je lui ai dit écoute, c'est l'option la meilleure. Je lui ai dit moi j'ai fait ma part du. Un roman c'est comme un enfant, hein, c'est-à-dire qu'à un moment vous faites ce que vous avez à faire, après il grandit, il vit sa vie, il fait ses choix. Donc je lui ai dit oui, c'est ça qui m'intéresse. Donc prends ce texte et fais-en ce que tu as envie d'en faire et emmène-le là où tu as envie de l'emmener. Et c'est ce qu'il a fait. Alors ça a été très long parce que faire un film c'est juste un cauchemar. Ensuite il y a eu le Covid, enfin tout ça. Donc moi, j'ai eu la chance de voir ce film dernièrement. Donc moi j'ai pas du tout assisté au processus. Donc ça a été la surprise de le voir à la fin et c'est assez émouvant de voir ce qu'il en a fait et je trouve que c'est un petit bijou ce film. Voilà, assez puissant. C'est pas un film qui laisse indifférent, c'est un film un peu comme le roman d'ailleurs. Très bien. On en sort bouleversé, mais il l'a emmené ailleurs, vers sa génération justement. C'est une histoire plus contemporaine encore. Très bien. Le narrateur principal est plus jeune.
Il y a plutôt la trentaine, un peu moins. Donc voilà, donc il l'a emmené ailleurs. C'est une magnifique expérience, franchement. On a hâte de découvrir. On le découvrira justement donc, en 2025. Oui, plutôt en 2025. Voilà. Là, il fait les festivals, tout à fait, etc. Bah oui. Donc voilà, le film, généralement, il a 2 vies. Il a une vie en amont avec les festivals pour que le film soit repéré un peu partout. Et puis ensuite, il y a les discussions pour la distribution. Et justement, vous parliez tout à l'heure de Tunis. Il revient à Tunis, c'est ça En ce moment, il est au JCC, Journée cinématographique de Carthage. Voilà, il a fait Angoulême. Voilà, mais il est prévu dans plein d'autres festivals. Après, j'ai pas les détails. Au Maghreb des films, d'ailleurs, il passe aussi. Dans beaucoup de festivals. Exactement. Oui, parfait. Alors, et donc enfin, votre dernier roman, donc Amine. Donc, on parle d'un écrivain à succès, c'est bien ça? Oui, d'un écrivain, c'est pas moi, je vous le dis. Justement, je me posais la question. Non, pas du tout. Non, Amine, c'est quelqu'un d'un peu déréglé, comment dire, très mondain, ce qui n'est pas du tout mon cas, qui traîne beaucoup dans les fêtes et les soirs. C'est pas du tout mon cas. Moi, je suis au 5 juillet en train de faire du sport tous les soirs dans le froid, etc. C'est pas du tout mon profil. Voilà. Non, en fait, c'est l'histoire d'un écrivain en panne d'inspiration. C'est un écrivain, qui, un peu déréglé, pas très, très mondain comme ça, qui a du talent. Mais qui, comment dirais-je, qui a pas confiance en lui. Mais voilà, et donc il traîne comme ça dans les soirées mondaines et il n'écrit pas grand-chose. Et un monsieur qui vient le voir et qui lui dit j'ai plein de choses à vous raconter. Et ça, faut pas dire ça à un écrivain. Et je pense qu'il y a de quoi écrire un roman. Alors il lui dit sur vous, il lui dit bah oui, ou autour de moi. Et donc il va sur un deal un peu faustien, je vais pas en dire plus. Ah oui. Et il l'emmène découvrir un univers. Et donc ce Jamel un peu effrayé au début, mais un peu déréglé aussi, en panne d'inspiration, qui lui dit allez banco, on y va. Et donc il le balade, il le trimballe d'endroit en endroit, il lui fait rencontrer des gens, etc. Je vais être volontairement vague pour pas spoiler, parce qu'en fait, comment dire, c'est un livre qui est un peu compliqué au sens où quand vous le prenez, normalement c'est un page turner. On a envie de le lire jusqu'au bout. Il y a une chute. Et donc il faut en dire le minimum parce que sinon on va casser l'effet de surprise. En tout cas, c'est une espèce le gars l'embarque dans une aventure complètement rocambolesque où il s'agit d'écrire un roman. Très bien. Et ce roman va provoquer beaucoup de remous, beaucoup d'interrogations. Et voilà. Et donc c'est une interrogation aussi sur le pouvoir de la littérature. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un roman? C'est quoi l'impact d'un roman? Donc c'est ça la réflexion. Puis il y a une réflexion autour aussi des réseaux sociaux, de comment les rumeurs se créent, etc. Donc voilà. En tout cas, on a hâte. On parlait justement du pouvoir des mots. Alors peut-être la dernière question que je pourrais vous poser, c'est justement comment vous, par rapport à votre expérience en tant qu'écrivain, quels sont les conseils que vous pouvez donner justement à vos lecteurs et peut-être aussi aux non-lecteurs qui aimeraient justement commencer à lire mais qui ont du mal justement? C'est une vraie question. Oui, c'est une question difficile, je sais. Un peu compliquée. Je crois que personne n'a la réponse à cette question. C'est marrant que vous disiez ça, mais là, par exemple, je suis sur une discussion, un projet avec une architecte, un éditeur, à savoir Barzar, et aussi un libraire, pour essayer de monter un projet qui s'appelle Bibliothèque au travail. Et l'idée, c'est d'inciter les entreprises à créer des corners, des bibliothèques sur le lieu de travail, qui seraient en fait avec des acquisitions de livres pour aider les éditeurs en fait, et les libraires. Donc aider le monde de l'édition et mettre à disposition des ouvrages pour les collaborateurs. Exactement. Pour que justement les gens prennent un moment au travail pour se poser, prendre un café, se dire ah tiens il y a un livre, attends je vais l'ouvrir et je vais le voir. Il y a aussi l'enfant, en fait l'école est très importante. Moi par exemple ce qui me bouleverse, je ne sais pas ce que ça donne, mais ce qui me bouleverse c'est quand je vais au salon du livre et que je vois ces hordes d'enfants qui arrivent avec les classes, qui les emmènent à le Mar du Kitab, etc. Donc c'est ça, je pense que le livre, c'est, comment dirais-je,
c'est compliqué. C'est compliqué, puis on a la concurrence des écrans, quoi. Il faut justement l'apprivoiser peut-être dès le jeune âge. Vous savez, les spécialistes du cerveau vous disent que, voilà, en fait, notre cerveau, il fonctionne à 20 Hz. 20 Hz, c'est tout ce qu'on fait machinalement. Pour lire un livre ou écrire quelque chose, il faut passer à 40 Hz. Ouais. Et ça demande un effort, vous voyez. Et le cerveau nous fait toujours descendre à 20 Hz. Donc voilà, j'ai envie de dire l'appétit vient en mangeant. Exactement. Voilà. On va finir peut-être, les livres sont disponibles dans Alors les livres sont disponibles, exactement. Donc je rappelle Alger le cri, premier roman, donc l'effacement. Deuxième, et le troisième, donc Amine, une fiction donc algérienne. C'est ça. Et si vous ne les trouvez pas en librairie, parce que des fois il peut y avoir des ruptures et autres, vous pouvez écrire à l'éditeur sur les réseaux sociaux, c'est Barzakh, en lui disant j'ai envie d'avoir tel livre. Et maintenant il y a des sociétés express qui peuvent. Exactement. C'est noté. En tout cas, merci pour le choix de cet après-midi. Restez avec nous. Mais par contre, on va dire au revoir à Rassim. Merci beaucoup. Merci d'être venu partager en tout cas tous ces bons plans avec nous. J'espère que vous avez apprécié la rubrique littéraire. Je pense que vous avez passé un agréable moment avec nous. En tout cas, merci et n'hésitez pas bien évidemment à revenir nous voir. Merci beaucoup. Très bien. Et on va continuer, ce n'est pas fini. On va vous proposer cette belle chanson et on revient avec notre dernier invité qui justement nous parlera de musique. La chanson de Mektoub signée Mouh Paco que nous avons reçue il y a quelques temps et je pense que vous retrouverez très vite dans l'émission de HKM, voilà. Et une belle chanson, j'ai envie de dire, pour accueillir un jeune artiste également. Donc Abbas, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ça va, bienvenue. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc Abbas Mehdi Ryan. Voilà, je n'avais pas le nom complet. Oui. Donc avec nous, on va parler de musique, on va également parler de l'association Sindoucia, puisque vous êtes membre, mais pas que, en tout cas plein de belles choses à partager cet après-midi avec ceux qui sont avec nous sur le plateau et les téléspectateurs. Mais juste avant, on va commencer par la rubrique Shkouni Shfa de Wahida et c'est juste après le jingle. Alors bon, aujourd'hui, je vais vous emmener un peu, je vais vous faire voyager, je vais vous faire revenir comme vers votre enfance. C'est pas nouveau. Voilà. Donc, je connais les jouets et les gadgets, les premiers jouets, les premiers gadgets que les garçons vous avez eu lorsque vous étiez jeune. Allez. Les jouets, les gadgets. Oui. Il y avait le zarbot, la toupie. Zarbot, voilà, sa mère, oui. Il y avait le carrossa qu'on fabriquait là pour l'ancêtre du skateboard. Voilà, c'est ça. Roulma peut-être. Roulma, exact. Roulma, ça s'appelle Roulma. Le carrossa. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les pousses aussi peut-être. Les pousses, c'est ça. Exactement. Il y avait le ballon, ça c'est sûr. Le qarida. Ah oui, qarida, ouais. Après, en fait, il y avait une période où on essayait d'improviser des jeux à l'extérieur. Et puis, on a vécu une petite avancée où il y a eu des inventions de jeux et de jouets qu'on utilisait chez eux, enfin chez nous à la maison. On jouait avec et on ne voulait pas vraiment les partager avec nos amis. Par exemple, la roulette. Quand elle a évolué après, il y avait, je ne sais pas si vous l'êtes allé avec une baguette et la roue. Il y avait à l'intérieur des petites comme un cerceau. Voilà. Il y avait des petites billes à l'intérieur. Donc là, c'est une photo où il y a le fameux pistolet avec la musique. Ça, c'est les jouets qu'on avait à la maison. Oui, le singe aussi qui faisait du bruit. Voilà, gros boucan. Qui jouait du tambour. Il y avait les téléphones aussi de couleur rouge, avec les fameux téléphones avec le fil. Oui. Et puis, ils ressemblaient vraiment à ceux qu'on avait à la maison, les fixes et tout, qu'on essayait de reproduire les gestes, même si on ne maîtrisait pas vraiment les numéros, mais on essayait à chaque fois de reproduire. Et on s'attendait à ce que quelqu'un réponde à l'autre bout du fil. Le pistolet aussi, il y avait de la lumière et du bruit. Hein. Il y avait un autre pistolet aussi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était durant les périodes Ta'al-Eid. Allez, quel pistolet vous avez acheté? Peut-être à Ryan. Je pas le pistolet avec les petites billes là. Oui, c'est celui-là. Il y a celui-là. Avec la flèche aussi. Oui, exactement. Il y avait celui avec la flèche, il y avait celui qui faisait avec des petits pétards. Oui, il y avait des petits pétards. Voilà, il y avait des rouges, des petits pétards. On faisait la charge.
Ils faisaient, mais nous les filles, on jouait aussi avec. C'était avec les petits pétards, on les rechargeait et on essayait de tirer, ça faisait beaucoup de bruit et c'était effrayant. Parfois, on essayait de viser des groupes quand ils sont, quand ils sont déconcentrés, on les effrayait avec ces petits jeux. Il y avait aussi ce fameux pistolet. Donc, on tirait, on chargeait, on tirait et puis ça s'envolait. C'est vrai. On faisait beaucoup d'exercices. Et il faisait aussi beaucoup d'exercices parce qu'en fait, lorsqu'il les tirait, ils étaient obligés de partir les chercher au courant avant que quelqu'un d'autre leur vole la pièce. Exact. Et puis, ils se retrouvaient à créer une petite bagarre entre eux à cause de jouets. Voilà. Il y avait aussi, on va voir aussi d'autres photos. Pardon. On va voir aussi d'autres photos. Voilà, là, c'est quand il a évolué parce qu'en fait, il y avait deux types de jeux. Ça, c'était un petit peu après. Hein? C'est volant, je pense. Oui, c'est volant, exactement. En fait, il fallait tirer le petit bout pour pouvoir le faire voler. Donc, ça tournait, et puis ça tombait quelque part. Il fallait se mettre à les chercher. Exact. Donc, on promettait à la personne qui nous aidait à le retrouver de lui prêter, de faire son tour. Lancer. Exactement. Il y avait aussi la période des yo-yo. Oui. Est-ce que tu peux aller bien sûr. Les yo-yo avec la lumière, les couleurs. Je ne sais pas, Ryan, si vous avez joué avec. Non. Ils ne m'ont pas laissé à la maison. C'était la musique, la guitare. Ça mettait aussi de la musique. Il y avait certains yo-yo qui étaient un peu développés. Et on avait des sons dedans. Il y avait un peu une petite musique lorsqu'on tirait sur le fil. Il y avait aussi de la lumière. Et il y avait des jeunes qui se sont mis à faire des acrobaties avec, des gestes et tout. C'était carrément des tournois. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai en plus. De quartier. Oui, exactement. Le tournoi de quartier. On va voir aussi d'autres photos des jouets et des gadgets. Ah oui, là. Oui, la flûte de pan. La flûte. C'était, avec... en fait, les enfants s'amusaient à jouer des petits morceaux et ils reproduisaient des morceaux qu'on entendait ailleurs, de la musique qu'on entendait ailleurs. On les gagnait dans des boîtes de bonbons, si vous vous souvenez. Donc, lorsqu'on achetait des bonbons, donc on avait comme cadeau, quand on achetait un certain nombre, donc on nous offrait une harmonica, c'est ça? Harmonica, oui. Et voilà la fameuse Ulma. Celle-là, c'est un autre modèle. C'est un autre modèle. On a fait le modèle en bois. C'est vrai. Il y avait aussi la planche avec le bois. C'est ça, la planche avec les 2 roulements, les 4 roulements, avec le truc qui est... Avec le voilà. Et puis, il y avait aussi les rollers. Les rollers, mais ils étaient... En fait, ce n'est pas les rollers qu'on voit maintenant. C'est des rollers en métal. Des patins. Voilà, les patins en métal. Donc, c'était une paire en métal avec du cuir. Donc, et puis, elles étaient ajustables. Elles étaient ajustables, donc on pouvait soit... Comme ça. Oui, voilà. Donc, ça allait à toutes les pointures. C'est vrai. Ça, c'est vraiment l'ancêtre des rollers. Hein. Exactement, oui. En fait, c'était on les mettait sur les chaussures, c'est-à-dire on gardait nos chaussures et on les mettait par-dessus. Et il y a eu des chutes. Hein. Là, on les partageait. Des fois, une, voilà, exact. Avec une seule, on se contentait on se tenait la main et puis on marchait ensemble et on était contents de partager ça. Il y avait le fameux ballon en couleur, je suis sûre que tous vous l'avez eu, avec plein de couleurs. Donc, il suffisait juste de le taper un peu plus fort, il dégonflait. Il fallait faire très attention, jouer avec vraiment délicatement et choisir bien son équipe. L'équipe qui joue vraiment calmement pour ne pas abîmer le ballon. Il y avait aussi un autre type de ballon de couleur très foncée, marron. Lui-là, par contre, faisait très très mal. Donc, c'était pour les durs. Très dur. Voilà, donc, il restait plus longtemps, il durait plus longtemps. C'est comme le ballon de basket en fait, mais sauf qu'il était plus petit. Il était plus petit. Et moins cher. Il tenait durer plus longtemps. Les ballons, c'était surtout les relations avec les voisins. Voilà. Pour récupérer le ballon. C'est ça. Ah oui, il fallait négocier. C'est pas facile. C'est vrai, il fallait vraiment rester, il ne fallait pas jouer à l'heure de drogue, donc il fallait vraiment jouer en fin de journée. La sieste. Voilà. Après, il y a eu une petite évolution. Ça, j'aimais beaucoup, oui. Il y a eu l'évolution où il y a eu des petites technologies. Il y avait ces petits jeux. Là, il y avait de l'eau. On essayait de mettre les anneaux par ordre de couleur ou tout simplement essayer de les mettre. Les premiers étaient faciles, mais les derniers, difficiles. Ça retombait à chaque fois quand on appuie. En fait, il y a le souffle qui les fait ressortir. Et puis là, on se retrouve à jouer durant des heures. Il y avait un autre jeu aussi. Après, électronique, quand ils ont un peu évolué, c'est là où on jouait. Oui, ça c'était bien après. Hein, ça c'était. Voilà, c'était l'évolution. C'était vraiment l'évolution. Et puis
c'était des niveaux. Il fallait vraiment atteindre certains niveaux. Et à chaque fois, on n'avait pas la possibilité de faire des captures d'écran pour montrer autour de nous le niveau. Encore, voilà. Le niveau, donc on courait dès qu'on se mettait à avancer. On courait en train de montrer à tout le monde, regardez, je suis à tel et tel niveau. Et c'était vraiment impressionnant qui faisait le mieux. Après, il y a eu... on s'est mis un peu à rentrer à la maison et à se mettre en face des écrans. Donc, c'est là que les problèmes ont commencé. Exactement. Donc, on échangeait les cassettes avec nos amis. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, on échangeait parce qu'on avait différentes cassettes. Vieux, hein, en fait, il y avait un autre jeu avant celui-là, je ne sais pas si on peut voir la photo, c'est vraiment l'ancêtre des jeux vidéo. Vous allez voir. Non. Pas celle-là, il y a une autre photo où il y a un jeu vraiment ancien, c'était vraiment le premier des jeux avec une manette. Avec une manette, c'était un jeu. Ah oui, la fameuse de tennis. Ça, j'ai connu. Aussi, effectivement. Une espèce de console à la télé. C'est ça, exact. Voilà. C'est vraiment les ancêtres. Hein, voilà. En fait, c'est celui-là avec des petites manettes pour pouvoir manipuler. C'était pour jouer à des jeux de voiture. Sur la télé, il y avait le... Oui, c'est ça. Voilà. Et avec les cassettes, on avait du mal à les retrouver. Attention, hein. Donc pour ceux qui les avaient, ils étaient chanceux. Je me rappelle, on les prêtait entre cousins. Moi, je te prête ce jeu-là, toi, tu prêtes l'autre jeu. Il faut faire attention. Et parfois, ça cassait. On gardait juste le petit truc. Je ne sais pas comment on appelle, le petit bout de plastique qu'on mettait directement à l'intérieur du jeu. C'est ça, parce qu'elle n'était pas entière. Oui. Voilà. En tout cas. Donc, c'était un peu les jeux franchement, que nous avions. La belle époque, hein, la belle époque. Voilà. Oui. Et on bougeait surtout, on bougeait beaucoup. On faisait beaucoup d'activités. Il y avait ce relationnel, il y avait cet échange avec les voisins, avec les amis aussi. Donc, il fallait vraiment se préparer pour pouvoir s'exprimer en public, parce qu'il fallait parler, savoir bien s'exprimer et parler avec ses voisins, ce qui était important. Il y avait toujours un voisin qui était plus méchant que les autres. C'est vrai. Arrêtez, ne jetez pas, faites pas. On l'évitait, on partait de l'autre côté, vraiment. Dès qu'on va y arriver, le Hagba, c'était un autre jeu aussi, le Hagba aussi. En tout cas, merci Wahida, franchement une belle époque, j'ai envie de dire encore une fois. Et puis des jeux qui ont carrément marqué notre enfance, en tout cas, merci. Et comme à chaque fois, mission accomplie, n'est-ce pas? Tout à fait, exactement. Voilà, comme à chaque fois. Et puis on va continuer, c'est la dernière ligne droite, hein, j'ai envie de dire. Et je disais tout à l'heure qu'on allait finir en musique avec notre invité, donc Abbas Mehdi. Alors comment je dois vous appeler? Mehdi. Mehdi, allez, c'est plus facile. C'est plus facile, oui. Très bien, donc je disais... Jeune musicien, membre de l'association Sindosia déjà. Exactement. C'est ça. Donc parlez peut-être de cette association et depuis quand, justement, à quel âge vous avez adhéré à cette association? Ça remonte presque à 4 ans. Voilà. Donc, mais bien avant l'association Sindosia, j'étais au conservatoire d'Alger de Abananda. D'accord. Avec professeur Hakim Ahfad, je la remercie d'ailleurs. Inch'Allah, elle est malade. Inch'Allah, voilà. Après, j'ai passé à l'association Mzrna avec professeur ou bien Chir, c'est le maître Kamal Belkhoja. Il est connu au violon, au chabi et tout. Tout à fait. Après, j'ai fait le saut. À chaque fois, je pars. Voilà. J'ai fait à Cordoba d'Alger, chez le maître et le professeur Najib Katib. Oui, c'est vrai. Voilà. On a l'habitude de... J'ai fait une tournée après. Bon, tout ça, quand je dis après, j'ai resté certainement au conservatoire 5 ans, 6 ans. Association Mzrana 2 ans, 3 ans. Après 4 ans, 3 ans. Après, j'ai fait 1 année et demie avec l'artiste Hasna Henni, une tournée. Voilà. Et je me retrouve au sein de l'association Sindosia. Et du coup, vous avez commencé à faire de la musique très jeune, j'ai envie de dire. 14 ans. Ah, ça va, 14 ans, ça va. Mais je pense que vous avez appris vite. Vous avez côtoyé des grands noms, j'ai envie de dire, de la musique. Jusqu'à maintenant, on est en train d'apprendre et côtoyer des grands maîtres en même temps. Très bien. Et justement, vous avez fait des scènes, tout ce parcours, j'ai envie de dire, vous a conduit à faire des scènes, à partager ce que vous aimez faire avec le public aussi? Alors, j'ai fait des scènes avec des associations en tant que musicien avec l'instrument mandoline. J'ai commencé par la mandoline sémilare. Après, au fil de temps, j'ai fait l'instrument le kouétala, qui est l'ancien instrument d'Alger. C'est ça, le kouétala, oui. On aime bien, c'est un petit instrument traditionnel, avec un son spécifique, on va dire. Exact. Voilà.
Et justement, pourquoi avoir choisi cet instrument? J'avais de la chance d'avoir une grand-mère de la Kasbah. Voilà. Elle est fan de tout ce qui est... Bon, elle est d'origine de l'Qsba et de Climat de France en même temps. Après, elle est partie pour habiter à la grande maison d'Arbaba Sido, c'est le Bia. Voilà. Et vous savez, les anciens, le Qsba, les gâteaux traditionnels, Fanit, Tcharak, l'Ariel, le Sukkar, le thé. Vous avez baigné, vous avez eu la chance de baigner dans cette ambiance. Donc, j'ai commencé la mandoline. À un certain moment, j'ai fait le luth, mais après, je voulais faire la couetta. D'accord, oui. Très bien. Et donc là, on est en train de voir un extrait. Il s'agit... C'est un bel assiette de Ramadan, voilà, de l'année passée, au sein de Hussein Day, voilà. D'accord. Au niveau de Hussein Day. Et puis aussi, vous étiez côté de Darb Shtarzi. Oui, donc la semaine passée, c'était le 13 décembre. Un beau lieu aujourd'hui qui accueille justement les artistes algériens. Oui, alors c'est... En plein Kasbah d'Alger. On va dire c'est une prestation pour chaque artiste interprète de classique algérien, que ce soit Chahbi, Houzi, Andalou. Par Agriculture, voilà. On remercie d'ailleurs Agriculture. C'est grâce à eux que nous avons eu l'opportunité d'accéder à Darb Shtarzi et d'autres événements en même temps. Voilà. Et j'ai fait des scènes. Revenant à ça, j'ai fait des scènes autant que musicien, un simple musicien, si on peut dire. Oui. Voilà. Alors, la scène d'un soliste, elle est en cours, si on peut dire. D'accord. Voilà. J'ai commencé en tant que soliste dans des associations, certains morceaux, je ne vais pas dire que je vais prendre tous les morceaux, il y a plein d'interprètes. Voilà. J'ai eu la chance de faire au moins 2 minutes jusqu'à 4 minutes de chanter, c'est déjà pas mal. Tout à fait. Donc là, c'est Darb Shtarzi, un magnifique lieu qui abrite depuis peu la capitale, un lieu qui a été restauré aussi. Oui, c'est très beau. Voilà. C'est à côté de Ktchao. C'est ça, exactement. À la basse Kasbah. À la basse Kasbah, oui. Et puis, on va revenir peut-être à l'association Sendousia. Oui. Donc aujourd'hui, quelles sont justement les missions de cette association? Alors, j'avais la chance encore une fois d'être membre au bureau de l'association Sendousia en tant que secrétaire général par intérim, mais actuellement je deviens secrétaire général. C'est déjà wow. Voilà, mon jeune âge, c'est quelque chose quand même. Oui. Après, nous avons des ateliers pour des petits-enfants, classe de piano, classe de violon alto et classe de mandoline. Et nous avons 2 maîtres avec nous. C'est Cheikh Moussa Haroun, qui occupe avec des anciens élèves, et Cheikh Tanit pour la classe supérieure, c'est Youssef Noua. Voilà. C'est, on va dire, Youssef Noir qui occupe la classe supérieure, qui font des prestations un peu partout. D'accord. Voilà. Très bien, en tout cas de belles choses. Hein. Voilà. Et au sein des ateliers, nous avons des petits enfants qui ont des difficultés, si on peut dire, des enfants autistes, qui ont des troubles un peu particuliers. On essaye de les adhérer avec nous. C'est pas facile, mais on essaie. C'est quelque chose. Oui, tout à fait. J'imagine que c'est un travail et une pédagogie aussi spécifique. Voilà. Mais le plus important, c'est que ça doit faire du bien à ces enfants, n'est-ce pas? Très bien. En tout cas, c'est tout à votre honneur et merci d'être venu partager tout ça avec nous cet après-midi. On va continuer. Un petit extrait peut-être. On va écouter un petit quelque chose, faire plaisir à notre invité, à Samet Toumi. D'ailleurs, le nom, quand on m'a mis Samet Toumi écrivain, il y a eu confusion. Oui. Voilà, après, j'ai dû m'assurer que c'était bien. Voilà. Je ne chante pas, je ne danse pas. J'écris.
تعجل واللي صبروا نالوا يأتي الفرج في الآن يأتي الفرج في الآن والعبد من مولاه الحزن والسلوان كلهم بإذن الله الصبر على المحال حتى Alors, qu'est-ce qu'on pourra dire? La plume, très stylée. Oui. Vous êtes l'un des rares musiciens qui vient sur notre plateau avec une plume. Ah oui, voilà, okay. C'est très stylé. Et aussi le son de la quetra. Il est spécifique. Donc, petit instrument, mais ça reste vraiment puissant, hein, n'est-ce pas? Alors, c'est une seule gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, qui joue en même temps. Alors, le grave et le aigu en même temps. C'est shaib ou shba. D'accord. Oui. On peut voir peut-être avec, oui, avec l'instrument pour mieux comprendre. Alors, il est accordé Ré, La, Mi, Sol. Après, nous avons Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc, c'est une seule gamme, c'est à chaque fois qu'elle joue. C'est pour ça, là, un son vraiment, on va dire, tiqdimin, voilà. Oui. C'est ancien, c'est beau, c'est notre tradition authentique. Mais c'est classe. Oui, c'est classe. Et parlant de classe, c'est le charme de l'orchestre Vandalo. Vous avez choisi, la chanson que vous avez choisie, c'est une chanson qui nous transporte, qui nous fait voyager. Vous avez parlé de votre grand-mère. D'ailleurs, en même temps, ça joue et ça chante à plusieurs versions. Donc, algérois, msameh, haouzé, moderne. Et j'ai fait tout ce qui est andal, on va dire, comme je l'ai appris parmi les maîtres, je l'ai fait. Donc ça n'a rien changé. Je ne voulais pas faire le style algérois, haouzé et tout. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez choisi votre instrument. Ça y est, je pense que là, on a du mal à trancher. Ça sera la quetra. En même temps, je vais aller un peu le qanoun. Je vais faire le qanoun. Ça aussi, c'est très beau. Entre le qanoun, je vais l'apprendre. Le qanoun et le quetra. Très bien. Et vous êtes bien entouré. Vous avez tout ce qu'il faut pour bien apprendre. Inch'Allah. Le qanoun. Inch'Allah. Très bien. En tout cas, de très belles choses, de la bonne musique cet après-midi. J'espère qu'on vous fait plaisir, Samuel Toumi. Beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. C'est plus important pour nous. Donc, on va peut-être passer, avant de finir, passer du volet artistique, puisque c'est ce que vous faites. Hein, mais vous êtes aussi adhérent à d'autres associations qui sont dans la santé, qui travaillent justement avec les personnes malades, n'est-ce pas? Exactement. Alors, je suis... Bon, avant de dire je suis, j'ai travaillé au sein de l'association AIDS Algérie, qui est association nationale pour tout ce qui est association d'information sur drogue et sida. J'ai travaillé avec l'association El Hayat pour les personnes vivant avec le VIH. J'ai collaboré avec le Croissant Rouge d'Alger, donc AG Centre et le Bial. En même temps, Solidarité AIDS et ARV+, à Ouharan. Et par la fin, j'étais coordinateur de projet avec SOS Hépatite. Et je me suis allé un peu loin là, parce que j'ai fondé une association, et je suis président actuellement, qui est l'association, je dis pas. Ah ben oui, on attend SOS Infection Transmissible. D'accord, très bien. Et j'imagine que vous travaillez beaucoup avec les jeunes, justement, pour sensibiliser. Exactement, on fait des séances IEC, information et donc IEC, information, éducation. On fait tout ce qui est prévention sur c'est quoi l'infection, comment ça se transmet, est-ce qu'il y a un vaccin, est-ce qu'il y a un traitement, la thérapie, est-ce que les soignants en Algérie ou non, qu'est-ce qu'ils doivent faire comme mesure à faire et tout. C'est ça. Vous avez quel âge? Presque 26. Allah oui, c'est très beau en tout cas. Ça va être votre prochain personnage dans un de vos livres. Non, mais ça révèle comment
des fois, les gens les disent jeunes, comment ils sont impliqués, les jeunes ne font rien, etc. Et en fait, c'est pas vrai. C'est juste que ceux qui font le plus sont ceux qui en parlent le moins. C'est ça, c'est ça. Et voilà, et vraiment bravo. Et merci à vous tous. Et je suis sûr qu'il y a plein de jeunes comme vous qui sont invisibles, mais qui font tout ce travail de fond. Ils sont derrière. Voilà, et donc moi ça me touche beaucoup. Exact, et justement, il faut regarder l'émission plus voix, puisqu'à chaque fois, chaque après-midi, chaque mardi et mercredi, moi je travaille. On essaye. Vous la regardez sur Internet le soir. Voilà, c'est toujours disponible sur Internet. Voilà. Et à chaque fois, bien évidemment, ou le soir, lors de la rediffusion sur Canal Algérie, en tout cas, à chaque fois, on reçoit justement des jeunes qui font plein de belles choses, et ce, dans tous les domaines. Et aujourd'hui, voilà, on allie musique avec santé. Bravo à vous pour ça. Merci beaucoup Samir. Et justement, quels sont vos projets aujourd'hui, Mehdi? Alors, il y a plein de projets. Oui, beaucoup, j'en doute pas. D'ailleurs, l'association... Déjà, il y a un événement annoncé. Il va créer 40 associations, 18 concerts. Je ne peux pas gérer ça. Je ne peux pas gérer ça. Donc déjà, il y a un événement annoncé. Exactement. Alors, nous avons le 28 décembre, au niveau de Palais de la Culture, les annonceurs, le propre partenaire. Alors, on est en train de... On va faire, parce qu'on est en train de préparer l'hommage de Cheikh, le grand maître, Rizqi Harbit, parmi les anciens de Fakharjia, l'association Fakharjia, qui est connue d'ailleurs. Bien sûr. Voilà. On va lui rendre au moins un petit hommage. Voilà. On va chanter, on va interpréter, on va faire beaucoup de choses. Et donc, ça sera avec les membres de l'association Sindousia. Membres de l'association Sindousia et quelques membres de la classe moyenne, on va dire semi-supérieure, et quelques artistes. Ça sera officiellement, ça sera une surprise. Je ne peux pas le déclarer. Bien sûr, oui, ça va. De toute façon, vous reviendrez, ou alors on aura d'autres invités qui viendront, bien évidemment, parler de ce bel événement qui sera dédié à la musique andalouse, j'ai envie de dire. Une autre question, donc vous avez commencé à 14 ans. À 14 ans, comment vous avez été justement vers une association de musique? Est-ce que c'est vos parents? Est-ce que c'est vous qui vouliez faire de la musique? Sincèrement, c'était moi. D'accord. Je me suis allé, je me suis inscrit. Qu'est-ce qui a fait que... Ils m'ont demandé l'autorisation paternelle. Là, je dois déclarer. Ah bah oui, 14 ans, c'est obligé. J'ai demandé à ma mère, c'était ma mère qui a fait. D'accord. Et ma grand-mère qui a acheté l'instrument. Voilà. Ah, le papa... Vous êtes côté Voilà. Donc l'autorisation c'était par ma mère, l'instrument il a été acheté par ma grand-mère et j'ai commencé. Voilà. J'ai pas dit pour les premiers mois, j'ai pas dit. Une fois il y avait des petites fêtes au sein de conservatoire, voilà c'est la fin d'année, les petits enfants. Bon, j'étais enfant jusqu'à maintenant. Oui. Donc avec des enfants, une petite fête de fin d'année et tout, j'ai appelé la famille. Voilà. Et c'était quoi? Quelle a été leur réaction? Bon, c'était ni plus ni moins. Ils étaient fiers quand même. On ne va pas dire qu'ils étaient fiers. Ça fait ni chaud ni froid. C'était ça la réponse. Je pense pas. Ils ont juste du mal à montrer leurs sentiments, à s'exprimer. Je pense pas. Parce que ça fait toujours plaisir de voir son enfant. Ils me voyaient un peu partout. Donc c'était waouh. Voilà, c'est mon fils, c'est mon cousin. Ah bah oui. C'est exact. Ah là, ça change la donne. Ah oui. Très bien. En tout cas, merci d'être venu partager tout ça avec nous cet après-midi, Mehdi. Samuel Toumé, encore une fois. Merci un dernier mot peut-être? J'ai passé un super moment, je vous remercie. Ça nous fait plaisir. Merci et merci de m'avoir accueilli. Merci à vous, en tout cas nous aussi, ça nous a fait un grand plaisir de vous recevoir, de vous avoir cet après-midi et n'hésitez pas à revenir, bien évidemment, pour d'autres livres, d'autres projets, n'hésitez pas, vous serez toujours le bienvenu. Je vais bosser. Voilà, ok, allez, on compte sur vous. Faisal, on se retrouvera la semaine prochaine. Bien merci évidemment. Beaucoup. Et Wahida, demain le rendez-vous. Avec plaisir. Voilà, et on va finir bien évidemment en musique, mais juste avant, merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons le plaisir de vous retrouver demain, toujours à la bonne heure, de 15h à 16h. Mehdi, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu partager. On se voit le 28. Voilà, rendez-vous le 28 et on va annoncer encore l'événement les semaines à venir. On vous laisse prendre votre instrument puisqu'on va bien évidemment finir en musique pour se régaler et régaler les téléspectateurs. Je vous dis à demain. Au revoir. Allez-y, Mehdi. Alors...